Une vie n'est pas linéaire. Pendant que m'arrivaient toutes ces aventures que je viens de vous raconter, ou que je vous ai racontées la dernière fois que nous nous sommes vus, eh bien, il se passait évidemment d'autres choses. J'allais de nouveau beaucoup en Italie. J'avais une vie sentimentale. Pour moi, la littérature est inséparable de la vie sentimentale. Après tout, je crois que la morale, la littérature et les femmes, c'est un peu la même chose. C'est trois aspects d'une même réalité. Je crois que c'est Malraux qui disait que si on enlevait la religion de la peinture, eh bien, un énorme pan de la peinture occidentale s'écroulait. Et c'est vrai que du XIIe au XVIIIe siècle, les thèmes religieux, c'est l'essentiel de la peinture occidentale. Eh bien, je crois que de la même façon, enlever les passions du cœur de la littérature occidentale, eh bien, il ne reste presque rien. Finalement, le roman tourne tout entier autour des passions du cœur. Eh bien, je cultivais aussi un peu cet aspect-là des choses, souvent en Méditerranée, souvent en Grèce, souvent en Italie, et peut-être que mes plus beaux souvenirs, avec des souvenirs littéraires, ce sont des visites en Italie, en Toscane, à Amalfi, dans les Pouilles, dans les îles grecques, des souvenirs de bateaux, de soleil, de temples anciens. Et ce sont des images que je garde en moi et j'ai l'impression que peut-être ce que j'ai fait de meilleur, c'est ces heures de bonheur que j'ai passées en Méditerranée. Le cursus classique, la carrière classique, c'est peut-être d'entrer au Figaro et ensuite d'entrer à l'Académie. C'est un chemin qu'ont emprunté beaucoup de journalistes ou d'écrivains. J'ai suivi le chemin inverse. J'ai d'abord été élu à l'Académie, et puis j'ai été élu directeur du Figaro. J'ai été élu directeur du Figaro parce que le Figaro, à cette époque-là, était en crise. On cherchait quelqu'un qui puisse prendre la direction de ce grand journal conservateur et libéral, à l'époque peut-être, de Paris. Et pour différentes raisons, on avait choisi un certain nombre de noms possibles. Le mien était parmi ces noms possibles. Et au bout de quelques semaines ou de quelques mois de négociations, de conversations, j'ai été élu à la tête du Figaro. Alors ça, c'était une expérience tout à fait nouvelle et passionnante. Il y a naturellement beaucoup de parenté entre le journaliste et l'écrivain. Et on trouverait tout au long de l'histoire des grands journalistes qui ont été en même temps de grands écrivains. Même dans un passé reculé, on pourrait soutenir que Hérodote ou Xénophon, l'un qui apprend ce qu'est l'Égypte aux Grecs anciens, l'autre, Xénophon, qui suit la retraite des 10 000, on pourrait dire que Hérodote est l'envoyé permanent des Grecs en Égypte, ou que Xénophon est le correspondant de guerre des Grecs auprès des 10 000, au moment des guerres entre les Perses et les Grecs. On pourrait soutenir aussi que Pline le Jeune est une espèce de reporter. On pourrait même trouver des équivalents des chroniqueurs gastronomiques. Pausanias, c'est quelqu'un qui nous donne une image de la Grèce antique, je ne dirais pas des hôtels et des restaurants, parce que ça n'existait pas, mais qui nous donne une image des différents aspects des provinces grecques. Et puis, sautons par-dessus les années, Victor Hugo est un merveilleux journaliste. Il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle Choses vues, qui sont des espèces de reportages. Zola a écrit un seul article à propos de l'affaire Dreyfus, qui s'appelait J'accuse, et qui peut-être lui a valu autant de gloire
que l'ensemble de son œuvre et que l'ensemble de tous les volumes des Rougon-Macquart. Et puis, plus près de nous encore, Kessel a été un grand journaliste et un grand écrivain, et Mauriac a été un grand journaliste et un grand écrivain. Mais à côté de la parenté si évidente entre le journaliste et l'écrivain, l'un et l'autre écrivent, l'un et l'autre essayent de faire passer un certain nombre de sentiments ou d'idées, l'un et l'autre essayent de conquérir un public, ce qui est relativement facile, et de le garder, ce qui est beaucoup plus difficile. Au-delà de ces parentés, je crois qu'il y a une grande opposition entre le journaliste et l'écrivain. Et c'est quelque chose qui, tout au long de cette carrière qui commence alors pour moi, double, d'écrivain et de journaliste, m'a beaucoup tourmenté. L'écrivain, commençons par le plus simple, n'est-ce pas? D'abord, l'écrivain est seul. Par définition, l'écrivain est seul. Tandis que le journaliste, c'est une équipe. Alors naturellement, il y a des écrivains qui ont des nègres. Je crois que je ne peux pas résister à vous raconter une histoire d'Alexandre Dumas que j'adore dans ses mémoires. Alexandre Dumas faisait beaucoup de choses, il a eu une vie extraordinaire, la vie d'Alexandre Dumas aussi serait passionnante à vous raconter. Et notamment, il faisait un feuilleton dans un journal, je ne me rappelle plus lequel. Mais il faisait tellement de choses que ce feuilleton, il l'avait confié à un nègre. Et un beau jour, à 6 heures du soir, très tard dans la journée, il apprend une nouvelle catastrophique. Le nègre a été foudroyé par une attaque, ce qu'on appelait alors une attaque qui était en fait un infarctus. Alors Dumas est absolument épouvanté parce qu'il se dit, si mon nègre est mort, qui va faire la suite de mon feuilleton dans le journal? Je ne sais même pas ce qu'il y a comme personnage, je ne sais même pas de quoi il s'agit, il n'est pas question que je remplace mon nègre. Il rentre chez lui, épouvanté, il se couche, il a un sommeil épouvantable, il a l'impression que le directeur du journal arrive et vient frapper à sa porte pour lui réclamer la suite du feuilleton. Enfin bref, il passe une nuit blanche et le matin, il se dit, il faut quand même que j'aille voir ce qu'on a fait avec mon feuilleton. Il descend, il achète le journal, il l'ouvre avec angoisse, et à sa stupeur, à la place du feuilleton, il trouve la suite du feuilleton. Et la clé de l'énigme, c'est que le nègre avait un nègre, et que le nègre du nègre, n'ayant pas été prévenu de la mort du nègre, avait continué à envoyer le feuilleton au journal. Mais enfin, une histoire comme celle-là, c'est évidemment l'exception. En principe, le journaliste, c'est une équipe, et l'écrivain est seul. Une autre différence entre l'écrivain et le journaliste, c'est que le journaliste ne doit pas faire preuve de trop d'imagination. Tandis qu'au contraire, l'écrivain, son domaine, c'est l'imagination. Je crois qu'il y a une troisième différence qui est peut-être encore plus importante. C'est que le journaliste s'occupe de ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie. Il y avait un grand patron de presse anglais qui s'appelait Lord Beaverbrook, qui avait fait afficher dans ses rédactions un chien mort une vieille dame. Aucune importance. Une vieille dame mort un chien à la une. N'est-ce pas? Ce qui intéresse le journaliste, c'est ce qui est extraordinaire, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est stupéfiant. Tandis que ce qui intéresse le bon écrivain, ce n'est pas ça. Ce qui intéresse le bon écrivain, c'est la réalité quotidienne, la banalité quotidienne, l'air du temps. Ce qu'essaye de faire un écrivain, c'est de traduire la banalité de la vie quotidienne. Et puis il y a une quatrième différence qui est peut-être encore plus importante, c'est que le journaliste s'occupe du temps qui passe, il s'occupe de l'actualité, tandis que l'écrivain essaye de s'occuper du temps qui dure, c'est-à-dire de l'éternel. Et je me disais avec inquiétude que si je me donnais trop au journalisme et au temps qui passe, je risquais de rater l'essentiel, c'est-à-dire le temps qui dure et cette espèce d'élan vers l'éternité qui est le propre de l'écrivain. Tout ça me tourmentait beaucoup. Quand j'avais été élu directeur du Figaro, je m'étais précipité sur les encyclopédies et j'avais cherché le nom de quelques-uns de mes prédécesseurs. Il y avait un de mes prédécesseurs qui était un écrivain humoriste français qui s'appelait Alfred Capu. Et à Capu, j'avais vu avec horreur, il écrit un certain nombre de livres, il s'adonne à la littérature, il devient directeur du Figaro et cesse d'écrire.
Alors je m'étais dit, voilà, ça c'est un drame, parce que si c'est déjà difficile d'être en même temps journaliste et écrivain, puisque l'un c'est l'actualité du temps qui passe, l'autre c'est autant que possible l'éternité du temps qui dure, si c'est déjà difficile pour un journaliste, c'est encore bien plus difficile pour un directeur de journal. Un directeur de journal, c'est à peine un journaliste, c'est un chef d'entreprise. Un directeur de journal s'occupe de problèmes économiques, discute avec les syndicats, déjeune en ville tous les jours, dîne en ville tous les jours, va tous les jours dans les ambassades. C'est quelque chose d'effroyable. Ce qui m'a le plus frappé quand j'étais directeur du Figaro, vous me pardonnerez, ce n'est pas d'avoir rencontré des ministres des Affaires étrangères, des chefs d'État, des vedettes de cinéma ou de théâtre, c'est d'avoir pris 8 kilos. J'ai pris 8 kilos en quelques mois parce que je déjeunais tous les jours et que je dînais tous les jours dans cette chose effroyable qu'on appelle des banquets. Alors, évidemment, je me disais, ma vie littéraire est terminée si je reste directeur du journal. Et puis, j'ai été sauvé par l'arrivée de quelqu'un au journal dont vous avez probablement entendu le nom, qui s'appelait Robert Hersant. Quand Robert Hersant est devenu le propriétaire du journal, j'ai compris tout de suite qu'en fait, Robert Hersant dirigerait le journal. Alors, je lui ai dit, vous savez, je n'ai pas l'intention, si je suis directeur du journal, il faut que je dirige le journal. Comme vous avez l'intention de diriger, eh bien, c'est très simple, je me retire. Et en ce sens, je suis un des hommes qui doit le plus à Robert Hersant, puisque j'ai démissionné du poste de directeur quand il est arrivé au Figaro. Et j'ai simplement continué à donner des articles au Figaro. Et même cette servitude de l'article chaque semaine, depuis des années maintenant, je donne un article tous les samedis au Figaro Magazine, et bien même cette servitude me paraît quelquefois un peu lourde. Je crois que journalisme et littérature sont tous les deux ce que Paul Valéry appelait des professions hystériques, c'est-à-dire des professions qui s'emparent de vous complètement. Et c'est très difficile de faire la part du feu. On n'est pas journaliste de 11h du matin à 6h du soir. On est journaliste tout le temps. Et on n'est pas écrivain de 11h du matin à midi et de 3h à 6h. On est écrivain tout le temps. Et ces deux perspectives sur le monde sont très différentes et m'ont beaucoup inquiété. Il y a quelque chose qui m'a probablement sauvé dans le journalisme, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en France le 10 mai, si je ne me trompe pas, le 10 mai 81. Parce que à ce moment-là, je me rendais bien compte que jusqu'au 10 mai, j'étais dans une espèce de routine où je faisais mon article. Et puis, l'arrivée de la gauche, ça a été comme un coup de fouet. Je n'ai pas, je dois vous dire, d'étiquette politique. L'activité politique m'intéresse, mais la formule qui m'a toujours intéressé, c'est celle qu'employait Raymond Aron, je suis un spectateur engagé. C'est-à-dire que je ne suis pas véritablement, bien entendu, un homme politique. Je n'ai jamais pensé à me présenter à la députation, je n'ai jamais pensé à faire de la politique active. Et je n'ai pas d'étiquette politique. On me dit souvent, est-ce que vous êtes plutôt UDF, est-ce que vous êtes plutôt RPR? En vérité, je ne sais pas. Et en vérité, je m'en tape un peu. Ça m'est égal. Mais ce qui est vrai, c'est que je n'étais pas pour la coalition des socialistes et des communistes qui est arrivée au pouvoir en 1980. Alors là, je m'en suis donné un peu à cœur joie, n'est-ce pas? Comme maintenant, les socialistes. Il est beaucoup plus amusant pour un journaliste d'être dans l'opposition que dans la majorité. Et pendant 5 années, de 81 à 86, et surtout, je dois le dire, dans les 2 premières années, celles où le socialisme, avec les communistes au pouvoir, était peut-être le plus virulent, je m'en suis donné à cœur joie.
parce que il y a chez tout écrivain un pamphlétaire qui sommeille, et mon Dieu, je me suis laissé aller à cette veine de pamphlet qui est toujours très séduisante pour les écrivains. Et j'ai donné chaque semaine cette vue de la politique qui était un peu ferme, un peu combative, et je me suis beaucoup amusé pendant ces 5 années. En ce sens, le retour dans la majorité n'est pas très excitante pour un écrivain et pour un journaliste. Il est beaucoup plus difficile d'être du côté du manche. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, qui est l'histoire d'un monarchiste français qui s'appelait Cadoudal. Cadoudal était un Vendéen, un Chouan, qui avait beaucoup combattu en faveur des Bourbons. Et un jour, il a parlé avec un autre monarchiste qui s'appelait Hyde de Neuville, qui était un ami de Chateaubriand, c'est comme ça que je l'ai rencontré sur mon chemin. Et Cadoudal a dit à Hyde de Neuville: la première chose que je conseillerais aux Bourbons, lorsque nous les aurons remis au pouvoir, c'est de nous fusiller. Ah, dit de Neuville, et pourquoi donc? Parce que quand on a goûté de l'opposition, on n'est plus bon à servir aucun gouvernement. Et c'est vrai que ce qui est amusant dans le journalisme, au fond, ce n'est pas de chanter les louanges d'une majorité, mais de s'opposer à un gouvernement et d'être dans l'opposition. Et c'est pourquoi, après m'être tant amusé, aujourd'hui, j'envie quelquefois la gauche qui peut, à son tour, tirer un boulet rouge sur Chirac, comme j'avais essayé de le faire sur Mauroy et sur Fabius. L'expérience du journalisme est tout de même quelque chose d'incomparable pour un écrivain. Parce que c'est une ouverture sur le monde. Je crois qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'écrire des romans comme l'écrivaient Flaubert ou Balzac. Naturellement, nous ferions moins bien. Mais en plus, je crois qu'il faut renouveler le roman. Et c'est ce qu'ont compris et ce qu'ont essayé de faire tous ceux qui se sont lancés dans les aventures du roman moderne, et notamment dans la plus importante qui s'appelle le nouveau roman. Je n'ai jamais appartenu au nouveau roman, mais je reconnais que le nouveau roman était une tentative intéressante de renouveler la littérature. Ce que je crois, c'est que le nouveau roman, après avoir été très excitant théoriquement, a beaucoup ennuyé le public. Il y avait un académicien à qui on demandait son avis sur l'ouvrage d'un autre académicien, et je me rappelle que sa réponse m'avait beaucoup frappé. Il avait répondu « c'est bien, mais il a trop insisté sur le côté emmerdant ». Eh bien, je me demande si le nouveau roman n'a pas un peu insisté sur le côté emmerdant et n'a pas un peu découragé le public. Et c'est pourquoi j'ai essayé de créer une nouvelle espèce de roman, un retour au romanesque. Je ne suis pas le seul, naturellement, il y a beaucoup d'écrivains qui ont été dans cette voie, dans laquelle, de la même façon que j'avais introduit les sciences humaines dans la littérature avec la gloire de l'Empire, j'ai essayé d'introduire avec Au plaisir de Dieu ou avec Le vent du soir, Tous les hommes en sont fous et Le bonheur à San Miniato, j'ai essayé d'introduire l'histoire dans la littérature. Tout le monde sait que le monde a plus changé, c'est un lieu commun, depuis 50 ans, qu'il n'avait changé au cours des siècles et des millénaires précédents. Alors, naturellement, on ne peut plus écrire aujourd'hui comme on écrivait au XIXe siècle. Vous savez qu'il y a souvent des farceurs qui choisissent un ouvrage peu connu de Victor Hugo ou d'un grand écrivain du XIXe et qui l'envoient à une maison d'édition. Et souvent, la maison d'édition refuse cet ouvrage d'un grand écrivain présenté naturellement sous un autre nom. Et les gens s'indignent en disant, vous voyez, les maisons d'édition font n'importe quoi. Elles ne font pas n'importe quoi. Supposez que vous écriviez maintenant une tragédie classique qui soit, ce sera difficile, mais enfin, qui soit aussi belle que Racine ou que Corneille. Je doute beaucoup qu'on la publie.
Parce que le monde a changé. Qu'est-ce qui a changé dans le monde? Mais tout, tout a changé. D'abord, lieu commun aussi, mais c'est grave, nous savons pour la première fois, et nous vivrons jusqu'à la fin des temps dans cette nouvelle situation, nous savons pour la première fois que le monde peut être détruit du jour au lendemain. Eh bien, je crois que ça change les perspectives. Et puis, le monde est entré dans un âge de la vitesse et de la communication. Le fait qu'il y ait l'automobile, qu'il y ait l'avion, qu'il y ait le cinéma, qu'il y ait la télévision, a bouleversé notre monde et a bouleversé naturellement la littérature. Et c'est là, je crois, que quelque différent que soit le journalisme de la littérature, et encore une fois, je crois profondément à cette opposition, le journalisme apporte des leçons à la littérature. Il faut aller vite. On ne peut plus écrire des livres comme certains ouvrages classiques du 19e, avec des longues descriptions, avec des longues digressions. Le public ne le supporte plus, parce qu'il est habitué à l'image, parce qu'il est habitué à la vitesse, et parce qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, que nous prenions en compte la révolution du cinéma et de la télévision. Le nouveau roman avait pris en compte cette révolution en essayant de promener une sorte de caméra autour de l'écrivain. Seulement, ce que je reproche au nouveau roman, c'est que cette caméra se portait essentiellement sur la description d'un monde inerte. On a souvent défini le nouveau roman par cette formule un peu grossière, mais qui était une caricature du nouveau roman, la cafetière est sur la table. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était de remplacer cette cafetière sur la table par une sorte de télévision qui prendrait, une sorte de caméra, qui prendrait le comportement des individus. Je crois qu'il est indispensable pour qu'un roman puisse être lu. Je crois qu'il faut réintroduire deux choses que le nouveau roman avait écartées. Il faut réintroduire une histoire et il faut réintroduire des héros. Je crois que l'histoire et le héros, qui ont été si méprisés par le nouveau roman, l'histoire et le héros étaient laissés au roman de gare, au roman feuilleton, eh bien je crois qu'il faut les réintroduire. Et c'est pour cette raison que j'ai mis dans La gloire de l'Empire un personnage comme l'empereur Alexis, que j'ai mis dans Au plaisir de Dieu un personnage comme le grand-père, le duc de Plessis-Vaudreuil, ou que j'ai mis mes quatre sœurs, Pandora, Atalanta, Vanessa et Jessica, dans le cycle du vent du soir. Mais en même temps, il faut tenir compte du monde moderne où nous vivons, aller plus vite, présenter des images et ne pas entrer dans des digressions et des longueurs psychologiques. Il faut montrer ce que font les gens et puis c'est le lecteur qui tire de lui-même les conclusions sur la psychologie des personnages. Et c'est pour cette raison que j'ai essayé d'écrire des romans d'aventure qui, dans un certain sens, on a pu le leur reprocher, mais je l'ai fait volontairement, sont des sortes de bandes dessinées, ou si vous voulez, des sortes de bandes d'actualité. On voit évoluer les Plessis-Vaudreuil dans leur demeure qu'ils sont obligés de quitter. On n'entre pas à l'intérieur des personnages. La psychologie sort d'elle-même. De la même façon, je dépeins mes quatre sœurs, Pandora, qui est un personnage qui est une sorte de Marilyn Monroe, un peu désespérée, qui court après les hommes parce qu'elle n'a pas trouvé la grande passion qui pourrait occuper sa vie, Jessica qui est devenue communiste et qui va mourir dans l'Espagne, dans les rangs des républicains, Vanessa au contraire qui est fasciste et qui est la maîtresse de Rudolf Hess, ou Atalanta qui mène une vie un peu mystérieuse, qui est liée à des affaires d'espionnage. Eh bien, tout ça est évidemment tiré un peu de la lecture des journaux et présenté comme on présenterait une bande dessinée ou un film.
Et j'ai essayé de rétablir ce qui manquait tellement, à mon sens, dans le roman des années d'après-guerre, c'est-à-dire du romanesque. Ce romanesque est tout nourri de souvenirs, d'expériences vécues, et puis il est nourri par l'histoire. Vous savez, l'histoire autour de nous offre chaque jour, à chaque page dans les journaux, vous trouvez des thèmes de romans absolument formidables. J'en ai encore lu un il y a quelques jours qui m'a paru être un point de départ d'une nouvelle extraordinaire. C'est un clochard, l'autre jour, qui est dans le métro parisien. Et il est ivrogne, il a bu et il insulte tous les passants. Et tout à coup, de l'autre côté, sur l'autre quai, séparé par les métros qui passent, il voit un monsieur en costume 3 pièces, cravate, avec un petit attaché case, vous savez. Et tout à coup, comme les ivrognes, il se met à l'insulter. L'autre ne dit rien, et puis le clochard l'insulte avec une violence accrue, séparé par les rames de métro. Et le monsieur avec l'attaché case lui dit « Arrête, ou je vais te corriger ». L'ivrogne est déchaîné, continue de plus belle. Qu'est-ce que fait le monsieur avec l'attaché case? Il ouvre son attaché case, il prend dans l'attaché case une sorte de sabre d'abordage, ou de machette, ou de yatagan. Il saute sur les rails du métro, il grimpe de l'autre côté, il plonge sa machette ou son yatagan dans la gorge du clochard, il repart de l'autre côté, il essuie son sabre, le remet dans son attaché case et disparaît. Le clochard est mort, le monsieur à l'attaché case n'a jamais été retrouvé. Eh bien, voilà la lecture des journaux, voilà ce qui nourrit le fantastique quotidien. Il me semble que la lecture des journaux, c'est une mine pour le roman contemporain. Et de la même façon, l'histoire, évidemment, est une mine pour le roman contemporain.